Salut à tous, bienvenue dans cette méga formation sur les tests unités. Si tu es nouveau sur Ouya, il faut déjà savoir que Ouya est une entreprise d'IT basée au Cameroun et Ouya met à la disposition de la communauté française des formations de haute qualité dans l'IT. Créer ce type de contenu nous prend énormément de ressources d'ordre matériel, financier et énergétique. Pour nous soutenir, nous vous demandons de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et la deuxième, c'est de liker cette vidéo. À nous revoir dans la première partie. Bonne dégustation. Dans ce tutoriel, nous allons introduire une nouvelle formation. Ok, c'est le début d'une formation sur les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est un concept beaucoup détesté par la majorité des développeurs. Bon, pas détesté au niveau de la complexité, non, mais c'est plus au niveau de l'utilisation de ce module parce que c'est très ennuyeux à développer ce module en fait. Donc, c'est quoi déjà les tests unitaires? Si vous avez eu à développer des applications jusqu'ici, si vous me suivez sur la chaîne, vous avez vu que la majorité des applications que nous développons nous-mêmes, nous les testons de façon manuelle. C'est-à-dire, on développe l'application, puis par exemple un formulaire de login concret avec le HTML. Okay? Ensuite, on fait la logique derrière, par exemple avec Python. Et là, on teste nous-mêmes en entrant les données et en appuyant sur, par exemple, login pour voir si notre code fonctionne. Mais cela devient difficile quand on travaille sur un très grand projet, quand on travaille sur un projet où d'autres développeurs vont venir travailler sur certaines fonctionnalités. Donc là, on va dire, OK, est-ce qu'on peut écrire des tests qui permettent, on peut écrire des bouts de code qui permettent de tester l'ensemble du projet de façon automatique. D'accord? C'est d'où on fait appel au test unitaire. Donc le test unitaire, en fait, ça veut dire tester une unité de notre code. Donc on écrit un petit bout de code qui teste un petit bout de code de l'application même. Donc, un code spécifique. Par exemple, on peut écrire un bout de code qui teste si vraiment cette fonction envoie les emails. OK? On peut écrire un bout de code qui teste si vraiment notre formulaire permet de créer un objet. On peut écrire un bout de code qui teste vraiment si notre vue permet de bien stocker des données dans la base de données. On peut écrire un bout de code pour savoir si notre fonction permet réellement d'envoyer un SMS. On peut écrire un bout de code pour savoir si une API nous permet d'avoir un certain type de données. On peut écrire une fonction pour connaître si notre fonction renvoie des données de type integer ou string. On peut écrire un bout de code pour tester si notre fonction ou notre classe fonctionne comme on veut en fait. Donc c'est ça le test unitaire. Donc on va l'introduire très rapidement. Donc là, je vais créer un fichier, par exemple, disons cal.py. Ok, disons qu'on va écrire un code ici pour les calculs. D'accord? Donc là, je vais créer une classe rapidement. On va appeler cette classe cal. Ok, là, je vais faire un init. Donc, dans notre init ici, je vais dire, on va passer x et y. Ok. Ok. Là, on va définir les fonctions, telles que la fonction add. Ok. Donc, ce que add, lui, va faire, il va retourner surf x plus surf y, tout simplement. On va faire la fonction sort, ou la méthode sort. Cette méthode, son rôle sera de retourner x moins y. Ok. On va encore faire une autre méthode, disons diff mute, ok, de multiplier. On peut faire une autre méthode de division. Et là, on peut faire if, ok, si z est égal à 0, on peut dire s, ok, value error. D'accord? Voilà un petit cadre qu'on écrit rapidement. Si vous avez fait du Python, ok, là, c'est super, vous comprenez ce qui se passe. D'accord? Et je rappelle que notre formation Django Pro avec Python Pro, les liens sont en description. Une formation complète sur Udemy d'à peu près 25 heures de temps. Ok? Donc, si vous arrivez là et qu'il y a un module principal que vous alliez là pour chercher et que vous ne trouvez pas ce module, alors écrivez-nous pour demander à ce qu'on insère ce module dans la formation. Super. Donc, continuons. Donc, là, on a écrit du code. On va écrire un bout de code qui teste toutes ces fonctions-ci, qui teste notre classe. D'accord? Donc, par convention, on va créer un fichier qui va s'appeler test, qui va commencer par test, et on va dire cal.py. OK? Test.cal.py. Donc, ce que je vais commencer par faire, je vais dire from app, comment on avait appelé cette application déjà? OK, cal.py. D'accord? Donc, je vais dire from cal, import
import cal, tout simplement. Maintenant, pour tester le code, il y a un module Python. Pour écrire les tests unitaires, il y a un module Python destiné à l'écriture des tests unitaires. Ce module, en fait, ça s'appelle, on va dire, import unit test. Voilà. Donc, première des choses qu'on va faire, on va créer une classe comme ceci. Cette classe va s'appeler testcal. Et ça doit hériter de unit test, donc de testcal. D'accord? Super. Donc, ce que je vais faire, après ça, je vais créer une fonction qui va permettre de savoir si la fonction add fonctionne exactement comme on veut. Donc, ça sera plus une méthode de cette classe testcal. Donc là, je vais dire test add, d'accord? Test add. Et voilà. Qu'est-ce que test add fait? Regardez, par convention toujours, toutes les méthodes vont commencer par test. Et rappelez-vous que c'est dans une classe qui hérite de test case. Test case a des méthodes qu'on va voir. Par exemple, ici, je dis test add, donc je vais tester la fonction add, n'est-ce pas? Et là, je dis quoi? C est égal à cal de 3 et 4. Donc, j'intensifie un objet ici C. Et là, je dis C add. Je m'attends à ce que la fonction add de 3 et 4 donne 5. Donc, ici, je dis solve.ac égale. AC égale vient d'où? En fait, ce sont des méthodes qui ont été développées dans test case. Il existe plusieurs méthodes, ainsi que je vais vous montrer dans un instant. Vous pouvez voir toutes ces méthodes, le lien est en description. Vous allez voir AC égale, AC not égale, AC true. Et il y a énormément de méthodes comme ceci. Voici d'autres. OK, AC res. Donc, vous allez lire toutes ces méthodes et on va les utiliser durant toute la formation. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas les lire, pas de souci, mais je vous conseillerais vraiment de regarder cela. OK, continuons. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on intensifie un objet, puis on appelle la méthode add dessus. Cette méthode va donc ajouter 3 et 7. Nous vérifions que 3 et 4, nous vérifions que ce résultat est égal à 7. OK? Donc, pour tester cela, on ouvre le terminal. Donc là, si je fais Python, comment pour exécuter un programme Python, qu'est-ce qu'on fait généralement? On écrit Python, et là, on va dire test.cal.py. Et on exécute, on voit que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ce fichier Python, en fait, ne retourne rien, ne lance rien. OK? C'est pour ça que rien ne se passe. Vous vous attendiez à ça si vous êtes développeur Python. Vous vous attendiez à ça. Maintenant, comment on fait pour dire à Python que non, attention, ici, c'est un test unitaire que je veux tester. Alors, on va dire Python, -m, test, unit test, pardon, unit test. Et là, on va dire test.cal.py. Et là, on voit qu'un test est lancé. On voit qu'il y a un point ici pour dire que c'est un texte qui a été lancé avec succès. Et on voit run one text in 001 seconde. Donc, un texte a été exécuté avec succès à 0.001 seconde, en utilisant 0.001 seconde. Et c'est OK. D'accord? On voit que tout est passé. Par contre, si je venais ici et dire que non, le résultat de ma fonction, je m'attends à ce que le résultat de ma fonction donne plutôt 8. OK? Je relance mon texte. On voit que le test échoue en me disant que non, monsieur Donald, là, ta fonction nous retourne plutôt 7. Mais tu t'attends à ce que ta fonction donne 8. Donc attention, va regarder ton code. Ton code ne fonctionne pas comme tu t'attends. OK, là, ça devient intéressant. Et ça me dit quoi? Au début, là, ça dit fail, F, pour dire échouer, en fait. D'accord? Pour dire que ça a échoué. Et là, ça nous montre à quel niveau ça échoue, en fait. Super. Maintenant, généralement, on ne veut pas retenir tout ça, donc à écrire Python -m unit testcal. C'est très long, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on peut spécifier ici qu'un main pour les unit tests. Donc, on peut dire ici if, d'accord, on va dire if underscore main, name égale à main. Alors, donc là, on vérifie que si name est égal à main, alors unitest.main. Cette fois-ci, comme j'ai écrit ça, je n'ai plus besoin de mettre tout ça. J'ai besoin juste de faire Python test.cal, test underscore cal.py. Et c'est tout. Vous voyez que le test s'exécute avec succès, sans problème, quoi. Donc là, ça échoue juste parce qu'on a toujours notre 8 ici. Donc si je mets 7, ça nous dit que non. Là, notre code passe. OK? Vous voyez qu'on n'a plus de soucis. Super. Donc on va écrire les tests pour le reste. Je rappelle que c'est juste l'introduction au test unitaire ici. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va faire. Donc là, diff, on va dire test sop. OK? Donc là, on s'attend à ce que 3 moins 4 donne moins 1, n'est-ce pas? OK? On va faire de même pour la multiplication. On va dire diff pour la multiplication. D'accord? On s'attend à ce que 3 fois 4 donne 12.
On va faire pour la division aussi. Là, je vais dire test division. Donc là, on s'attend à ce que 3 divisé par 4 nous donne ce résultat. OK? Là, si j'exécute les tests, on voit que 4 tests ont été lancés et les 4 ont été faits avec succès et on a OK. D'accord? Mais là, on n'a pas tout testé notre code au niveau de la division. Admettons que si, dans notre code, on a dit quoi? Nous avons dit que si le dénominateur est 0, alors il faut que ça nous donne, ça lève une exception de type value error. Alors, comment le faire? Pour tester aussi cela, on va venir juste là, on va dire 8 surf dot, OK, ACR, res, OK. Donc, regardez ce que je fais, je dis 8 surf dot ACR res6 value error, OK. Donc, C égale à cal de 3 et 0. Donc, ce calcul, je suis en train de dire que à ce calcul, je m'attends à une exception de value error. Si l'exception n'est pas value error, alors le test ne doit pas, ça veut dire que ma fonction ne fonctionne pas comme ceci. Donc, ma méthode doit lever une exception de type value error. Et si ça lève une exception de type value error, alors mon test passe. Au cas concret, mon test ne passe pas. Si je viens ici, je mets plutôt type error. OK? Et là, on teste. On voit que mon test échoue en fait. Mon test échoue. Et à ce niveau, ça lève plutôt une exception de type quoi? Regardez, ça lève une exception de type value error et non type error. Nous sommes d'accord? Donc, si je viens là, je mets plutôt value error et on relance le test. Vous voyez que mon test passe. OK? L'exception est de type value error. Ceci n'est que l'introduction au test. D'accord? Et ce que vous devez savoir, c'est que les tests unités, c'est très important. C'est très important dans le monde du software engineering. On veut tester le code qu'on écrit pour que le code puisse progresser dans le temps avec l'ajout de d'autres développeurs. Maintenant, sur 100% des développeurs que j'ai rencontrés jusqu'ici, 95% détestent écrire les tests unitaires parce que c'est ennuyeux, bien sûr, c'est ennuyeux, mais c'est important, ils savent tous que c'est important. Ce qui fait que c'est très ennuyeux, mais on est obligé d'apprendre à le faire. Donc vous êtes obligé d'apprendre à écrire les tests unitaires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le test driven development. D'accord? Le test driven development, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'écrire les tests avant d'écrire le code. Je sais que dit ainsi, ça semble être, comment je vais dire, très abstrait. Comment on peut écrire du test avant d'écrire du code? Mais c'est très important et j'aime beaucoup le TDD, Test Driven Development. OK? TDD, ça s'appelle comme ça. TDD, Test Driven Development. OK? Test Driven Development. Le Test Driven Development, en fait, comme je disais tantôt, c'est le fait d'écrire du code avant d'écrire les tests. J'explique. Vous voyez ici, j'ai écrit du code, n'est-ce pas? J'ai écrit du code. Donc ici, c'est le fait d'écrire le test avant d'écrire le code. Mais j'ai commencé par écrire le code avant d'écrire les tests. C'est ce que la majorité des développeurs aiment faire. Mais il y a une poignée de développeurs qui comprennent vraiment comment fonctionne le TDD. Donc ils comprennent que non, c'est mieux d'écrire le test avant d'écrire du code. J'explique. Je vais venir ici. Je vais commenter cette méthode. J'admets que je suis un nouveau développeur qui arrive sur ce projet. Et quand j'arrive sur ce projet, on a déjà développé la classe cal. On a développé les méthodes jusqu'à la méthode mult. Maintenant, moi, je vais développer la méthode diff. Dans ma tête, je dois déjà imaginer comment ma méthode diff pour la division doit fonctionner. Alors, je vais venir dans la partie des tests. Je vais écrire d'abord le test en disant que, OK, test division C, ça va, j'entends ici un objet C. Puis, je vais dire surf.ac égale. Je me rassure que ma méthode de division que je vais développer, qui va s'appeler diff, en appelant sur cet objet, ça va me retourner ça. Et aussi, il doit avoir une exception à lever de type value error dans cette méthode. Alors, je vais dire 8 surf AC res, value error, C cal de 3, 0. Alors, C diff. Donc, je m'attends à ce que cette division lève une exception de type value error. Ça, c'est la première étape à faire. Deuxième étape, il faut tester le code et s'attendre à ce que le code échoue à la méthode qu'on vient de créer, la méthode de test qu'on vient de créer, au test qu'on vient de créer. On doit s'attendre que le test échoue. Donc, première des choses, c'est ce qu'on va faire. Je vais venir ici. Je vais donc lancer le test comme ceci. Je m'attends à ce que mon test échoue et je suis ravi que mon test échoue. Et mon test échoue en disant que la classe cal n'a pas d'attribut div. D'accord? Là, super. Je suis content. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller écrire ma méthode. Je vais venir ici maintenant, écrire le test. Comme ceci. Voilà mon test que je viens d'écrire. Voilà mon code que je viens d'écrire. Là maintenant, je lance le test. Je me rassure que le test passe.
Donc, quand je lance le test, comme ceci, vous voyez que le test passe. Donc, j'ai écrit mon code, j'ai écrit le test, j'exécute le test échoue, je suis fier. Puis maintenant, je n'ai pas écrit le code, je relance le test passe. Là, c'est super. À première vue, pour les développeurs, ça semble très abstrait, mais pour moi, je trouve cela très bien de le faire aussi. Pourquoi? Parce que tu écris d'abord un test en fonction de ton imagination. Puis tu écris un code que ton test va vérifier. Si ton code ne fait pas ce que tu as écrit dans ton test, alors il y a un souci où? Au niveau du code. D'accord? C'est ça qu'on appelle le test driven development. Je trouve cela intéressant et franchement, je vous invite que si c'est possible d'apprendre à le faire aussi, ça sera très bénéfique pour vous, surtout si vous visez des très grandes compagnies. Mais si vous ne visez pas de très grandes compagnies, que vous allez travailler juste sur des petits projets, ok, là, c'est pas un souci, vous pouvez juste apprendre à écrire les tests après avoir écrit le code, mais vous êtes d'accord avec moi que les compagnies telles que Facebook, Google, etc., ça sera ces méthodes qui sont utilisées quoi, dans les TDD. Donc, on doit généralement écrire du test avant de développer même une méthode. Donc, tu imagines que tu pars sur Google, tu dis que tu vas d'abord développer un code avant de développer son test. Ça risque d'être un peu chiant, quoi. Donc, il faut s'habituer aux bonnes méthodes. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Moi, au début, c'était pas facile, mais avec le temps, ça devient très facile. Maintenant, ça, c'est ce que je voulais mentionner, le TDD. Donc, que cela ne soit pas pour vous quelque chose d'abstrait. En fait, voilà ce qu'on va faire généralement. Je vais venir ici, je vais commenter tout ce code comme ceci, et on va venir ici écrire tous ces tests. On va lancer les tests comme ceci. On va lancer le test. On va voir que le test échoue. Le test échoue. Puis, on va décommenter le code. On va décommenter le code. Puis, on va relancer. Puis, on voit que le test passe tout simplement. Donc, voilà généralement ce qu'on va faire en TDD. Maintenant, ce n'est pas tout. C'est juste l'introduction au test unitaire. Parce que nous allons commencer par des trucs simples comme ça avec Python. Ensuite, on va entrer dans Django. On va voir comment tester les formulaires, les vues, les modèles. On va voir comment tester les API, ainsi de suite. On va voir comment mieux structurer le code. Parce que vous allez voir que ce code se répète. À chaque niveau du code, au niveau du test, il y a des bouts de code qui se répètent. Regardez, ce bout de code se répète, 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 ainsi de suite. Mais en test unitaire, on applique le don't repeat yourself. Ce qui fait qu'il y a des méthodes qu'on va utiliser. Par exemple, on va utiliser la méthode ici que je vais mettre diff set up. OK? Set up, comme ceci. Donc là, je vais dire print setup. Je suis dans le setup. Maintenant, tous les tests, je ne sais pas si j'ai mentionné au début, tous les méthodes de test vont commencer par test. OK? Ça vont commencer par test. Le nom des méthodes vont commencer par test. Au cas concret, cette méthode ne sera pas testée. Maintenant, c'est quoi le setup? Setup, c'est une méthode qui va s'appeler chaque fois qu'un test est en train de s'exécuter. Donc, quand le test va se lancer, cette méthode va se lancer. D'accord? Maintenant, il y a aussi la méthode tear down. Et ça s'écrit exactement comme ceci. Donc, tear down, je vais juste mettre un print là, que je suis dans tear down. OK? Maintenant, tear down, en fait, c'est un bout de code qui s'exécute à la fin de chaque test. OK? C'est un bout de code qui s'exécute à la fin de chaque test. Quelque chose que je fais ici, c'est qu'à la fin de chaque test, je supprime cette variable, par exemple. OK? Je supprime la variable. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est intéressant quand on teste avec une base de données en Python brut et qu'après, on veut supprimer, après la fin à chaque test, on veut supprimer les données qu'on a insérées dans la base de données, par exemple. Vous voyez un peu où c'est utile. Maintenant, à chaque test, on veut intensifier, par exemple, un objet comme ceci. Regardez surf.c. Donc, partout où il y a C maintenant, je vais enlever. OK? Je vais plutôt mettre quoi? Surf.c. Vous voyez l'utilité, n'est-ce pas? Donc, partout où il y a C, où on déclarait nous-mêmes C, cette répétition, on va dire surf.c. Ainsi de suite. De même ici. Là, je vais dire surf.c. Ici aussi, j'enlève. Et là, je vais dire surf.c. On est d'accord? OK? On peut faire de même chose ici, mais on change juste la valeur qui est à l'intérieur. Mais ici, on peut laisser comme ceci. OK? Donc là, si je relance le test, vous voyez que le test passe. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'un test est lancé, on a pris setup, tear down, setup, tear down, setup, tear down. Vous allez voir que c'est 4 fois parce qu'on a 4 tests. D'accord? Parce qu'on a 4 tests. Donc, chaque fois que le test se lance, la méthode setup est lancée au début et la méthode tear down est lancée à la fin. Maintenant, on a aussi d'autres méthodes qui se lancent au début de tous les tests et à la fin de tous les tests. OK? Donc, ce sont des méthodes de classe. Class méthode. Donc, on a set top class. OK? C'est une méthode qui se lance au début. Donc, on a aussi la méthode
tiers dans classe. Donc, cette méthode se lance au début de tous les tests et cette méthode se lance à la fin de tous les tests. D'accord? Donc, si j'exécute le code pour qu'on puisse voir, comme j'ai mis des prints là, on va voir. Donc, vous voyez, au début, on a setup classe et à la fin, on a tiers dans classe. Ça va être intéressant pour la suite de notre formation parce que ces méthodes-là vont nous permettre parfois de dire, OK, laissons par exemple une base de données, remplissons les données pour tous les tests et à la fin, supprimons toutes les données qui ont été, par exemple, insérées par les tests. Et on peut aussi le faire avec les tiers dans, les setup et tiers dans, par exemple, ces deux méthodes. Vous avez vu l'importance. On évite la répétition avec, OK? Par exemple, ici, j'ai mis tout ce que je dois réutiliser dans la majorité des tests, ici en haut. Maintenant, s'il y a des trucs à supprimer à la fin de chaque test, c'est ici que je mets. S'il y a des trucs à initialiser au début de tous les tests, c'est ici que je vais mettre. S'il y a, non, c'est ici que je vais mettre. S'il y a quelque chose à supprimer à la fin de tous les tests, c'est donc ici que je vais mettre. D'accord? J'espère que vous avez aimé cette introduction brute au test unitaire. Alors, à nous revoir dans la prochaine partie où nous allons voir les mock tests. En fait, il s'agit de quoi? Il peut arriver que vous écrivez du test qui deal avec la partie extérieure de votre application. Comment faire ce genre de test? Si tu as aimé, laisse un pouce bleu. Alors, à nous revoir dans le prochain tutoriel. Et n'oubliez pas notre formation complète de Python sur Python et Django, dont le lien se trouve en description. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur les tests unitaires. Maintenant, si tu es passionné du développement d'applications avec le framework Django, alors j'ai mis sur pied une formation complète de près de 25 heures de temps, dont le lien se trouve en description. Cela est dit, dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire les mock tests. C'est quoi les mock tests? Mock test, c'est en anglais, bien sûr. En français, c'est test avec simulation ou test avec substitution. Il s'agit de quoi? Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment écrire des tests basiques. Okay, donc, nous avons vu les bases de l'écriture des tests unitaires. Nous avons aussi parlé du test driving development, le fait d'écrire les tests avant d'écrire le code proprement dit. Et je vous ai conseillé de ne pas faire l'erreur de passer plus de temps sur les tests que sur le code. Parce que il peut arriver à un moment donné que vous allez, si vous n'êtes pas précis, vous allez voir que vous passez plus de temps à l'écriture des tests qu'à l'écriture du code proprement dit. Alors, c'est quoi le mock test? Si je prends l'exemple du code qu'on avait ici, Cal, si j'appelle par exemple une API ici, là, qui est liée à un système extérieur, donc si j'appelle une API ici, que je vais utiliser, ça veut dire que mon code est lié à un système extérieur. Et je veux tester mon code, par exemple, n'est-ce pas? Or, le système extérieur peut avoir des problèmes. Alors que mon code fonctionne normalement, mais le système extérieur qui est l'API, ou bien qui est le protocole d'envoi des SMS, okay, tel que par exemple le SMTP, peut-être c'est ce protocole qui a un problème. Peut-être que c'est l'API que j'appelle qui a un problème, mais pas mon code. Et mon rôle dans l'écriture des tests unitaires, c'est de tester mon code. Or, mon code utilise un système extérieur. Je vais donc faire un test avec simulation du système extérieur. D'accord? C'est ça qu'on appelle les mock tests, en fait. Et on va voir directement, on va créer un fichier ici, employé. OK? On va créer un fichier ici. Appelons ça employee. Employee.py. Et là, on va écrire rapidement un bout de code qui permet de donner le salaire des employés sur un mois. OK? Donc, grâce à une API, on va aller chercher le salaire de l'employé, OK, donnant le nom de l'employé et le mois. Donc, on va aller chercher quelle somme il a reçue durant ce mois. Donc, là, on va créer une classe qu'on va appeler employee, tout simplement. Donc, on peut donner une description ici, tout simplement. Et diff, init, surf, first et last. OK? Donc, là, on donne le first name, le last name, le pay, donc la somme qui a été payée à l'utilisateur. D'accord? Là, je vais mettre un taux ici. Disons, reste, bon, prenons par exemple taux égal peut-être à 0.4. Voilà, pas de souci. Maintenant, mettons une méthode ici pour tester, par exemple, mettons une méthode qui nous donne peut-être le full name, pourquoi pas. Écrivons une autre méthode qui nous donne l'email. Email. Donc, cette méthode doit nous retourner, disons que ça nous retourne l'email de l'utilisateur. Qu'est-ce que j'ai mis là? OK.
Super. Donc ici, quand un utilisateur crée son compte, peut-être, on crée son email, surf name, first name, last name, ok, avec un point là, on fait @company.com, donc l'adresse email de l'utilisateur dans notre compagnie, n'est-ce pas? Voilà. Et là, on peut faire un apply res, ok. Donc là, à partir de la somme totale, ok, on va ajouter, on va multiplier par le taux, peut-être pour voir ce que l'utilisateur doit avoir pour ce mois, n'est-ce pas? Donc pour ce mois, on a ce taux-ci. Il faut multiplier par le salaire de base. Donc disons juste comme ça. Maintenant, écrivons une fonction, une méthode qui permet peut-être d'avoir le salaire, qui permet d'avoir le salaire d'un employé sur un mois donné. D'accord? Donc je vais dire monthly schedule. Ok. Là, je vais dire surf mois. Ok. Donc je vais importer cette bibliothèque request qui nous permet d'appeler les API. Donc je vais dire import request. Ok. Donc on a notre méthode ici. Là on fait request.get. Ok. On fait .get et on appelle cette API. D'accord. Là on passe le nom d'utilisateur et le mois. On est d'accord. Ensuite ici on va dire if response.ok. On va dire return response.test pour avoir le test. Et là, else, on va dire return, disons response.statue.code. Donc, au cas où c'est OK, on récupère les informations avec response.test. Au cas concret, on retourne juste le statut, par exemple. D'accord? Voilà un tout petit bout de code. Maintenant, on va tester ce bout de code. Ce qui m'intéresse le plus dans ce test qu'on va écrire, dans les tests qu'on va écrire, c'est tester cette partie en utilisant le mock test. Parce que ce lien-ci n'existe même pas. OK? Donc, je ne suis pas sûr que c'est une API qui existe vraiment. Company.com, je ne suis pas sûr. D'accord? Mais je veux que mon test n'échoue pas parce qu'un système extérieur échoue en fait. Donc là, on va créer un fichier test employé. Test employé employee.py. Super. Donc, ici, on va donc faire import unit test. Ensuite, je vais faire from employee import employee. D'accord? Là, on va écrire notre classe test. Donc là, je vais dire test employee. Test employee. Ça hérite de unit test case. On va mettre ce décorateur de classe. On a notre subclasse rapidement. Vous connaissez de quoi il s'agit. Donc, si vous n'avez pas regardé le premier tutoriel, allez-y regarder parce que j'ai expliqué tout ça à l'intérieur. Donc là, on va mettre le setup, diff setup, surf. Donc ça, c'est la méthode qui est appelée à chaque fois qu'on lance un test. Donc ici, j'ai intensifié 2 employés. Donc le premier, c'est Corée CC. Voilà son salaire de base. Ici, Simit, voilà son salaire de base. On est d'accord? Donc j'ai intensifié ça. Je vais mettre un tiers down. Donc diff tiers down. OK. Un tiers down, on va me mettre quoi? Mettons juste un petit print là. OK. Disons juste qu'on est dans le tiers down. Maintenant, là, on va commencer par tester, testons quoi? Testons l'email de l'utilisateur, d'accord? Donc, je vais dire diff test email. Donc, pour savoir si notre méthode email fonctionne. Donc, ici, on va tester l'email. Je vais enlever ce print. Donc, ici, je vais former l'email de l'utilisateur. Je vais dire que c'est égal à qu'est-ce qu'on avait. Donc, on a Corée. Je vais dire Corée. OK. Corée.chafar. OK. @company.com. OK. Ça, c'est l'email 1 de l'employé 1, n'est-ce pas? Donc, on a, dans notre code, nous avons dit qu'on prend ça, .cc, company.com. C'est ce qu'on a dit dans notre code. Donc,
On attend que notre code forme les mails comme ceci. Donc là, je vais faire même ça. C'est pas trop pro ceci. Ce que je fais là, c'est pas trop pro. Donc on s'attend à ce que je fasse comme ceci. Là, je fais surf employee 2. OK, first. D'accord. Maintenant, point surf employee 2. Last. OK. Maintenant là, je mets company.com. Donc, on s'attendait plus à ça, OK, que à ce que j'ai fait plus haut là. Donc là, on va faire le test. Donc, on va dire surf, assez. Donc, on peut aussi faire assez. Je pense que je ne vous ai pas montré ça. On peut seulement faire assez comme ceci. On n'est pas obligé d'utiliser le assez igual comme ça. OK, donc je vais utiliser ça pour le 1. Pour le 2, je pouvais aussi faire ça, mais je vais commenter pour vous montrer ce qu'on peut aussi faire. On peut faire assez comme ceci, tout simplement. Et là, on met employé2.email. Là, on appelle la méthode email si c'est égal à ça. OK, donc ça là, ce qui est implémenté derrière, c'est ça en fait. Donc si vous avez fait vraiment du Python, vous devrez connaître ceci. OK. Et si tel n'est pas vraiment le cas, n'hésitez pas à prendre une autre formation sur Python dont le lien se trouve en description. OK. Super. Donc là, je vais mettre le main ici. Je vais dire if underscore main name, je vous l'ai dit. Name égale à ça. Alors, donc là, on va tester le code. OK. Donc, on voit que notre test passe. Très bien. OK. Notre test passe jusqu'ici. Donc, on va écrire le test pour tester le full name. D'accord. Donc, je vais venir ici. Entrée. Diff test full name. Donc, full name. On va vérifier que le full name, la méthode, nous renvoie ceci. Et la méthode sur l'objet 2 nous renvoie ceci. N'est-ce pas? On lance le test. OK, regardons si tout s'est bien passé. OK, tout s'est bien passé. Jusqu'ici, voilà, tout s'est bien passé. On n'a pas de problème, n'est-ce pas? On continue. On va maintenant tester quelle méthode? La méthode apply test. Je crois qu'on avait un truc comme ça. Apply res. OK, lui, en fait, il redonnait le montant à l'utilisateur. Il prenait la somme de l'utilisateur et il multipliait par le taux. D'accord? Il retourne ça à l'utilisateur. Donc, testons cette méthode rapidement. Donc, test, diff, test, apply. Ça s'appelle quoi? J'ai oublié même. Apply res. Apply res, surf. Et là, on va dire surf employee 1 point apply res surf employee 2. Donc là, on va comparer. On va aussi comparer celui-ci. Maintenant, les prix qu'on avait, c'était combien ici? C'est 50 000 multiplié par combien? 50 000 multiplié par 1.04. Donc, on va faire ce calcul rapidement pour se rassurer qu'on est. Donc, je vais créer un fichier ici. Je vais dire cal. Oh, on avait même déjà un fichier cal ici. On avait fait une petite calculatrice quelque part là. C'est où? Ici. Donc, on a multiplié. Oui, on avait multiplié. Donc, je vais intensifier là. Je vais dire print. Donc, print cal point multiplié de 50 000. Voilà. 50 000 multiplié par 1.4. Super. Et l'autre, c'était 60 000, n'est-ce pas? Donc là, si on exécute ce fichier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Multiplier. Ah, ok, j'ai fait l'inverse. Ok, désolé. C'est plutôt dans cal qu'il faut passer l'objet. Donc, il faut passer plutôt 50 000 ici.
OK, et passer 1.04 là. Et ici, c'est plutôt mule. Là, c'est 60. OK. 60 000. On fait le calcul. Voilà, donc ici, ça nous fait 52 000 et ici, ça fait 62 400. Donc, là, je vais revenir dans le test. On va regarder ce que j'ai écrit ici, 52 000 et 62 400. Super. Donc, tout a été bien fait jusqu'ici. Donc, on va tester cela. Je lance. On voit que tout se passe bien. Les trois tests se passent sans problème. Maintenant, on va tester la fonction. On va tester la méthode schedule qui est ici. Donc, on va tester cela. Donc, je vais rentrer ici. Et je vais faire ça, diff test surf. Maintenant, dans cette méthode, on va utiliser le mock. D'accord? On va utiliser le mock. Pour cela, il faut que je spécifie où le mock se trouve. D'accord? Il faut que je spécifie. Maintenant, le mock se trouve à quel niveau? Où est-ce qu'on veut simuler? Où est-ce qu'on veut simuler notre test? C'est à quel niveau? C'est au niveau de request.get. On est d'accord? C'est au niveau de request.get qu'on veut faire plutôt une simulation. On est d'accord parce que ici, nous, on ne veut pas tester si ça part vraiment, mais on veut faire une simulation de test ici. Donc, pour cela, on va importer le patch. Donc, je vais venir ici. On a des modules pour ça. Donc, je vais dire from unitest. Oh, je ne suis pas dans le fichier. Ici. Je vais dire from unitest.mock import patch. OK, from unitest.mock import patch. Tout simplement. Et là, on va revenir à ce niveau. Je vais donc dire 8, OK, pour dire avec patch, OK, patch nous permet de patcher, OK, je vais dire avec patch, entre parenthèses, employee, OK, le fichier employee, point request, c'est à ce niveau que on a notre, ça c'est notre mock en fait, OK, donc le patch là me permet de faire une simulation de test, OK, donc employee.request.get, c'est bien ici, je vais dire as mock get, OK, as mock get, donc c'est un mock de get que je suis en train de faire. Là, je vais dire, ici, je vais dire mock, donc mock get. Là, vous voyez comment Copilot me propose ça rapidement, donc je vais prendre sans souci, je vous explique, je vois c'est propre. Donc là, je vais dire mock get, return, OK, égale à true. Pourquoi? Regardez ici, où est ça? Employee, où est la table employee? Voilà. Regardez, le mock, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, j'admets que ma simulation est là. Maintenant, je donne une valeur à OK que je teste ici. Et comment je teste mon OK ici? De façon booléenne. D'accord? Donc, vrai ou faux. C'est pour ça que je dis ici que mock get, mon mock dans ma requête get, point. La valeur à retourner sur OK. Retourne true. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, if ça, je dis que ça est égal à true. C'est en fait ce que je suis en train de dire à mon mock. Maintenant aussi, return value pour test. D'accord? Pour test, return value, je dis quoi? Ici, là, le return value ici. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai dit ici? Return value success. OK? Donc, success tout simplement. Donc, pour dire par exemple, pour ce mois-ci, ça a été payé. OK? Pour ce mois-ci, success a été vraiment payé. Maintenant, ma méthode monthly schedule a besoin de quoi? Regardez, ma méthode a besoin d'abord d'être appliquée sur un objet. Ensuite, ça a besoin d'un argument month, le mois, n'est-ce pas? Je viens donc ici. Je vais dire schedule, et normalement, pour un utilisateur simple, le premier utilisateur, je vais dire monthly schedule pour le mois de mai, bien sûr. Je vais dire mock get, asset call. Ce sont des méthodes qui se trouvent dans les mock. OK? Il y a une liste de toutes ces méthodes-là que vous auriez par la suite de la formation. Asset call 8. Donc, je dis, mon mock qui est ça, c'est ça, ça c'est mon mock. Vous vous rappelez que dans mon mock,
j'appelle quelque chose, n'est-ce pas? J'appelle quelque chose. En fait, cette méthode pour la simulation dans les morts s'appelle assay call 8 et je passe ce que je veux appeler, en fait. Donc, le last name de l'utilisateur, c'est ce que nous avons dit, puis le mois. C'est exactement ce que nous avons dit ici, n'est-ce pas? Le last name et le mois. Donc, c'est ça que j'appelle. Donc, là, j'appelle et je compare maintenant. Donc, j'appelle. Mais rappelez-vous qu'avant d'appeler, j'ai déjà mes résultats. Donc, vraiment, je n'appelle pas vraiment. C'est juste une simulation pour voir si mon code fonctionne. Donc là, je dis que, OK, ce que je viens d'appeler là, le résultat doit être égal à success. Vrai ou faux? On sait que c'est vrai parce que j'ai déjà déclaré mon résultat. Et quand je l'appelle là, en fait, son résultat est déjà là. C'est juste une simulation, en fait, du code. Après, je dis que, OK, ça, c'est le premier test. Je dis maintenant, j'admets que ça retourne false. OK, j'admets que ça retourne que OK est égal à false. Quand OK est égal à false, est-ce qu'on a encore le test? Non, on ne cherche pas à avoir le test. Ça veut dire que je ne donne aucune valeur par défaut pour test. Cette fois-ci, j'ai besoin du statue code. Donc, ici, je viens donc, je dis, je prends l'utilisateur 2 cette fois-ci. On est d'accord? Et je passe le mois de juin, OK, pour cet utilisateur qui a pour la Smith, qu'on peut bien voir ici, Smith. Ensuite, je compare cela à 404. Mais là, il y a un souci, n'est-ce pas? Ça n'a pas fini. Je vais venir ici, là, dire mock, get, voilà. Donc, il y a ça que ça n'a pas. Le statue code, qui est un return, qu'il faut comparer, n'est-ce pas? Qu'il faut comparer. Parce que là, je dis, ce jour que je lance ici, cette fois-ci, ça va être not found, ou dire introuvable. Donc, sûrement, on n'a pas encore payé cet utilisateur, n'est-ce pas? Là, on va tester maintenant. On va tester. J'espère vraiment que c'est compris, c'est tout ce que j'explique là, parce que c'est généralement ce que vous allez faire dans les API. Quand vous allez tester les API, c'est ce que vous allez faire. Les API externes surtout. Donc, je vais lancer le test. On voit ici que le test échoue. À quel niveau? Employee not found. À quel niveau on a utilisé employee? Test schedule. Ah, ok, à ce niveau. Donc, on va regarder encore. Ok, notre employee n'est pas avec deux E, c'est un seul E, n'est-ce pas? Bon, on avait mal saisi, mais employee en anglais, ça avait deux E. Donc, on va relancer. Ok, cette fois-ci, on voit que tous nos tests passent. D'accord? Regardez, tous les tests passent sans souci. Ok, tous les tests passent sans souci. Et regardez ce que je vais faire. Si je viens à ce moment-là, je viens ici, à ce niveau, je fais par exemple print response test. Ok, je vais dire ça c'est un print dans le code même. Si vous êtes camerounais, vous comprenez pourquoi on dit même. Ok, voilà, print dans le code même. Et là, si je vais relancer le test ici, ok, regardez, si je reviens là, regardez ce que ça affiche. C'est le dernier test qui a eu lieu. Succès, print dans le code même. Donc, on a l'impression que mon test, ma requête request.get a été lancée et le résultat du test, c'est success. Vous regardez un peu, mais en fait, ce n'est pas un résultat, c'est une simulation. Je sais que c'est vraiment très abstrait, mais vous devrez comprendre. C'est une simulation et on voit que ça fonctionne vraiment, cette simulation. Parce que le retour dans le code même dit que c'est succès. Pourtant, on n'a lancé aucune requête en fait. D'accord? Donc, en fait, en gros, c'est ça. Prenons un autre exemple rapidement. Prenons un autre exemple plus pertinent. OK? J'espère que jusqu'ici vous aimez. Si tel est le cas, laissez un pouce bleu. Donc, on va tester les blagues. Je vais créer un fichier pour les blagues. Je vais appeler ça joke en anglais, .py. On va un peu aller vite. OK. Ici, on va dire import request, parce qu'on va toujours faire des simulations. Import request. Là, je vais créer une fonction simplement, diff, lui, length, joke. Lui, il va retourner la longueur de la blague, tout simplement. OK? C'est son rôle. Il va retourner la longueur de la blague. Donc, je peux dire ça. Je vais dire joke égale à getJoke, disons comme ça, getJoke. On va développer cette méthode tout à l'heure. Maintenant, tout ce que je fais, c'est de retourner la longueur de la blague. Maintenant, développons la méthode getJoke, la fonction getJoke. Donc, là, je vais dire getJoke, tout simplement. Donc, ce qu'on fait en fait, dans getJoke, c'est quoi? C'est que ici, on fait response est égal à request.get. Ça, c'est une API qui existe vraiment. OK, ça, c'est une API qui existe. Et donc, là,
on va voir, on va tester même. Donc, j'ai dit if response.ok. Donc, on peut même utiliser plutôt le statue code. Donc, disons if response statue code égale à 200. OK. Donc, si c'est égal à 200, alors, on va voir grâce au JSON, response.json.value. Donc, si vous avez fait un peu du Python, vous connaissez ça, un peu d'API. OK. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Maintenant, on va récupérer la valeur. OK, value. Ensuite, on va retourner response.statue au cas concret. Bon, remplaçons. On a déjà fait avec, donc, faisons un autre cas en disant else. OK, else. OK, else, on va dire no joke for you today. OK, tout simplement. Maintenant, testons un peu ça. Je vais appeler, ici, je vais faire print. Je vais faire print de joke ici pour qu'on puisse voir si ça fonctionne. Donc, je vais appeler la méthode de joke ici. Donc là, je vais faire print len joke. OK, donc ça va d'abord nous afficher la blague même, ensuite nous afficher la longueur, ça veut dire le nombre de caractères, n'est-ce pas? Donc on va exécuter. OK, ça prend un peu du temps. Voilà la blague que ça nous a donné aujourd'hui. OK, Charles Norris did not attend school. The school attended him. Donc voilà, très simplement on nous dit que Charles n'a pas participé, n'est pas allé à l'école aujourd'hui, mais l'école est allée vers lui. Donc juste une blague simplement comme ça. C'est ici collège, ben, collège came to him. Voilà. C'est un peu comme si vous dites que vous n'avez jamais cherché la galère, c'est la galère qui est venue vers vous. Voilà, c'est un peu ça la blague. Techniquement, bon, ça c'est une blague aléatoire, c'est une API qui donne les blagues, n'est-ce pas? De façon aléatoire. Le nombre de caractères, c'est combien? 121. Donc on voit que cette API fonctionne. On est d'accord? Super. Maintenant, on va donc écrire le test pour cela. On va écrire le test. D'accord? Je préfère même que on puisse écrire encore une autre méthode. Bon, laissons d'abord comme ceci. On va écrire, écrivons d'abord le test pour ceci. Donc, on va créer un fichier ici, new. On va appeler ça test, joke.py. OK. Donc là, je vais dire import unit test. Je vais aussi dire import request. Là, je vais aussi importer ceci, lenJoke et getJoke. Je vais importer quoi? Bon, je vais dire from, bon, plus haut, je vais dire from unitest.mock import page. Il y a aussi, on peut plutôt, parce qu'avec page, pour donner les attributs, comme on a fait ici, vous voyez qu'on colle les attributs sur l'objet directement. Donc c'est déjà l'objet qu'on a, donc on change les attributs de l'objet. Vous voyez un peu. Donc on donne des attributs à l'objet. Mais on peut aussi plutôt intensifier l'objet avec une classe. Donc c'est ce qu'on peut, je peux vous montrer une fois ici. Donc là, je vais importer un module aussi, from. Non, je crois que ça se trouve directement ici. Mock. Non, Magic Mock, si je ne me trompe pas. Magic Mock. Voilà. Super. Donc, je vais venir ici. On va créer une classe qui va s'appeler TextJoke. Donc, on teste les blagues. Unitest.testCase. Super. Bon, on va laisser tout ce qui est setup là. On va passer directement. Je vais écrire une méthode pour tester la longueur. La fonction testLong. La méthode, oui, la fonction lenJoke. Donc, testlenJoke. Donc, on a vu comment faire en passant par ici. Je ne vais pas faire comme ceci. Je vais vous montrer une autre méthode. Donc, je vous ai déjà montré la méthode avec le 8. L'autre méthode, c'est de passer avec le décorateur. Donc, ici, on va dire plutôt patch. Voilà, comme ceci. Donc, à l'intérieur, on passe ce qu'on veut simuler. OK? Qu'est-ce qu'on veut simuler ici? Ici, ce qu'on veut simuler, c'est cette méthode parce qu'elle contient une API. D'accord? Dans l'autre qu'on avait employé, c'est quoi qu'on voulait simuler? C'était ceci. N'est-ce pas? Parce que ça contenait aussi quelque chose comme une API. On va dire ainsi. TestJoke, voilà, ici. Donc là, j'ai dit patch. J'ai dit patch joke, getJoke. Maintenant, quand on faisait as, pour donner un nom à ça, cette fois-ci, on ne fait pas as, mais on donne un nom à ça comme argument de la méthode. D'accord? Je vais dire donc mock get joke, tout simplement. Mock get joke. Et là, je vais dire mock get joke. OK? Mock get joke return value. Je vais dire ABC. Donc, pour dire que ici, la valeur qui est retournée, c'est ABC. Ça veut dire que la longueur, c'est combien? 3. On est d'accord?
La longueur est 3. Donc ici, comme je fais do, comme je fais par exemple print do comme ceci, si on appelle la méthode, on verra que quand on va faire les tests, on verra que ça va nous afficher ce que nous avons passé, comme c'est une simulation. Donc si je viens ici, donc ABC, et là je vais dire surf.AC égale, ok? Donc surf AC égale len égale à 3. Exécutons ceci pour voir si le test passe. Bon, le test ne nous dit rien parce qu'on n'a pas fait le if name égale ok, if name égale à main, alors est ça là. Voilà, donc vous voyez que ça a donc affiché quoi? ABC. Donc le retour de cette API était qu'on vient de mock est ABC. D'accord? C'est ABC. Et vous comprenez pourquoi. Et le print là, c'est parce qu'ici on a mis print. C'est pour ça qu'on voit ABC. Pour nous prouver que la simulation passe en fait. Maintenant, on vient de tester ceci. On va maintenant tester, on vient de tester le lenjo qui passe très bien. On va maintenant tester diff. On va tester getJook maintenant. getJook. Donc la fonction même getJook. On va la tester. Donc là, je vais dire surf. Maintenant, je vais faire cette fois-ci avec 8. Donc là, je vais dire 8. 8 patch à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut patcher? D'après vous, c'est bien celui-ci. OK? Le request.get qu'on veut patcher, n'est-ce pas? Donc si on regarde ici, c'est request.get. Et aussi, on peut juste patcher ça, request. Mais sur le mock, il faut dire .get. Je vous montre ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous pouvez voir ça dans un code, vous ne comprenez rien dessus. Donc ici, je vais enlever le get, n'est-ce pas? Je vais enlever le get comme ceci. Mais quand il va falloir passer les return, les valeurs à l'objet-ci, il va d'abord falloir faire .get avant de passer. Par exemple, ici, vous avez vu, on a fait mock.returnValue parce qu'ici, on avait fait .get, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas .get, il faut d'abord faire .get avant de retourner. Mais allons pas à pas, je vais supprimer ça. OK, allons pas à pas. Donc, je vais qu'est-ce que je vais dire? Ici, je vais dire mock request. OK, parce qu'ici, on mock le request plutôt. C'est ce qu'on a fait ici, n'est-ce pas? Mock request. Et non de request.get. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais intensifier une réponse dans les attributs de la réponse. En faisant quoi? Donc, c'est une autre façon de faire. Donc, je vais dire response ou bien mock response pour être plus précis. Mock response égale. Et là, je vais prendre la fonction magic mock. OK? Magic mock me permet d'intensifier quoi. Donc, je vais d'intensifier mes réponses. Donc, je vais dire mock response.statue code égale à 200. On avait besoin de ça, si vous vous rappelez. Si je regarde ici, vous allez voir. Statue code. Donc, response statue code, on avait besoin de ça, 200. On a aussi besoin du JSON, n'est-ce pas? Du JSON. Donc, ce que je vais faire, je vais dire mock response.json, .return value. Value égale, comme ça vient sous forme de dictionnaire, ok? C'est pour ça que vous voyez ici, pour avoir donc la valeur dans un dictionnaire, on passe quoi? La clé. On est d'accord? Donc ici, OTS, là, je vais donc dire value, n'est-ce pas? Et on va dire peut-être hello. OK? Vous dites que ça a retourné hello cette fois. OK. Maintenant, on va passer on va passer toutes ces réponses parce que tout ce qu'on a intensifié ici, c'est les réponses, n'est-ce pas? On va passer ces réponses au mock request. Donc, quand on fait mock request, les retours, c'est ceci qu'on vient de faire là. Oh, j'ai poussé ceci très bas. Donc, ça reste là. Donc, comme je disais, les retours du mock, donc que de donner chaque valeur, on peut faire comme ceci, avec Magic Mock, et on passe juste les réponses à l'objet qu'on veut mock en fait. Donc là, je vais dire mock request, point quoi? Point get, n'est-ce pas? Point return value. Return value. Donc si je voulais faire le return value de statue code, je vais donc dire statue code, je donne. Après, je vais faire point JSON, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, je vais juste dire égal à mock response. OK? Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai cité aucune variable. Donc, c'est tout l'objet que je retourne les réponses. Donc, l'objet enquête, les return value, c'est égal au mock response qu'on a intensifié ici. Super. Maintenant, on va faire assez, surf.
assez equal, ok, assez equal, on va dire get juke, et on s'attend à ce que ça retourne hello, on est d'accord? On s'attend à ce que ça retourne hello. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. Maintenant, on va lancer dans le test, parce que là, on a hello, donc on compare à hello. Super, donc lançons le test, voir. On a un échec. On a un échec. Ici, on dit no juke for you est différent de hello. Super. Ça veut dire qu'il y a eu un souci quelque part. D'accord. Parce qu'ici, on a dit statue code égale à 200. Et on a dit JSON response. OK. Get juke. Get juke, oui. Regardons rapidement. Oui, get. Donc, on s'attend à ce que le statue code est égal à 200. OK, c'est bien. Ça ici. Super. JSON return value. Value hello. Super. Maintenant, request.get. OK. Point return value. Value égale à mock. Donc, j'avais mis un grand V là au lieu d'un petit V. Donc, relançons voir. On voit si tout passe bien. Donc, on voit que le test passe sans souci, n'est-ce pas? Super. Donc, pour savoir que c'est vraiment hello qui a été passé, on va venir ici. On va faire print. On va faire un print de ceci. Ici. Donc, je suis où? OK, test. Donc, on va relancer le test. Voilà, on voit bien que c'est hello qui sort là. D'accord? Et l'autre ABC, qui est ce qu'on avait fait dans ceci. Super. Donc, ça, c'est le premier cas, n'est-ce pas? Maintenant, on peut aussi tester si le test échoue. D'accord? On peut aussi tester si le test échoue. Donc, avant d'écrire le test pour voir si le test échoue, comment sait-on qu'on a écrit le test pour tout notre code? Là, il y a des packages pour cela. Je vais prendre un package ici. Donc, on va dire coverage. Le premier package, c'est coverage. Coverage test library. Donc, voilà, c'est ça ici. Donc, pip install coverage. Vous cliquez comme ceci. Je ne sais pas s'ils ont dit comment utiliser ici. Non, pas du tout. La documentation, oui, je clique dessus. Voilà. Donc, ici, vous dit pip install coverage. N'est-ce pas? Pip install coverage. Donc là, on va le faire. Python-3. Donc, utilisons ça. Installons coverage rapidement. Donc, OK. Là, je vais faire ceci. Et là, je colle ceci. Donc, coverage va nous permettre, ils nous disent Python was not found, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, attendez, je mets Python plutôt au lieu de Python 3. OK. Donc, on a installé coverage. Maintenant, comment l'utiliser pour exécuter? Donc, ça va PyText. On fait Python run. OK. Et moins M, on passe ce qu'on veut exécuter. Donc, coverage run. Donc, si vous venez là, vous mettez là coverage run et vous dites par exemple test juke. OK? .py. Vous voyez, ça a lancé le test, n'est-ce pas? Ça a lancé les tests pour vous. Maintenant, on peut aussi dire coverage report pour le rapport, n'est-ce pas? Coverage report. OK? Vous voyez que quand je fais coverage report, c'est pour le code que je viens d'exécuter. Coverage run test juke. On est d'accord? Quand je fais coverage report -m, ça me donne le nom. Ça veut dire on a le fichier juke.test qu'on vient de tester avec test juke. Ça nous dit que ici, le SMTP6, je ne sais plus trop ce que c'est, mais ça ne m'intéresse pas. Voici ce qui m'intéresse. Voilà, ici, on a 91% de couvrage et on dit que le test n'a pas été fait à 100%, mais à 97%. Je sous-entends que si le test n'a pas été fait à 100%, c'est parce que
ici, on a testé uniquement quand c'est à succès. D'accord? Donc, si j'écris le test, par exemple, quand c'est échec, et on relance le coverage, on va voir que c'est à 100%. Essayons voir. OK, essayons alors. Si nous essayons, on va écrire test ici. Donc, diff, test. Utilisons même le décorateur. Et là, on va dire patch. Ici, c'est à juke.request, n'est-ce pas? Et là, diff, test, get, juke, juke, disons fail. Donc, quand ça échoue, donc on écrit le test pour ceci. OK. Surf. Voilà. Ici, je vais dire mock request. Mock request. Bon. Là, bon, comme on avait déjà même fait avec ceci, je vais juste prendre ça pour ne pas trop écrire. Donc, je vais enlever comme ça. OK, mock request. On a magic. Voilà. À magic, quand ça c'est succès, on va dire value. Bon, disons par exemple que le statue code. OK. Donc, le statue. Donc, je vous montre encore comment on fait ici. Donc, on peut directement passer les variables dans la classe, quoi. Bon, en fait, sûrement vous avez deviné si vous avez un peu bien fait du Python. Donc, la code, je peux dire que le statut code est égal à 400. On est d'accord? Donc là, je peux enlever ça. Donc, parce que j'ai passé une fois à l'intérieur. Je peux passer tout le reste aussi à l'intérieur. Donc là, ici, j'ai dit hello. D'accord? Et ici, je vais dire return value égale à ça. Maintenant, malgré que j'ai mis ça, mais le statut code est égal à 400. Donc, ce qui fait qu'on ne sera pas ici à l'intérieur. Parce que le statut code n'est pas égal à 200. On sera plutôt ici à l'extérieur. On est d'accord? Voilà. Donc, si je viens ici, test, oui, test juke. Cette fois-ci, je vais dire return, je vais dire get juke égale plutôt à ça. No juke for you. On est d'accord? Parce que ceci, je m'en fous en fait un peu de ceci. D'accord? C'est parce que on ne returne rien à part ce texte à ce niveau. Et j'ai déjà dit que le statut est égal à 400. Donc, on est sûr qu'on n'entre pas ici. Donc, lançons le test. Après avoir fait ça, on va lancer le test. OK, super. Le test passe sans problème. OK, donc on voit que les trois tests sont lancés. Donc, on va utiliser coverage. Coverage, run. Je vais dire test juke. OK, point .py. Ça a lancé le test. Maintenant, on va voir le rapport. Coverage, report, -m. OK, et vous voyez que cette fois-ci, on a 100% parce qu'on a tout testé. Vous voyez, super. Donc, on n'a plus rien laissé. On est à 100% partout pour ce code. Voilà. Mais maintenant, on peut, à un moment donné, avoir des exceptions aussi. On peut avoir des exceptions. Donc, comment faire dans ce cas? OK? Donc, je vais prendre un cas rapidement. Donc, je vais venir dans juke. Je vais venir dans juke ici. Je vais mettre un cas juste pour vous montrer comment on gère les exceptions. Donc, get juke. Get juke with exception. Except. Get juke with exception. OK? Donc là, on va dire try. OK? Et on va dire, je vais juste prendre ceci. Donc, prenons même juste ça. OK. Mettons là URL égale. OK. Et là, on va dire try. Ici, on va dire response égale request.get request.get. Et là, je vais dire à URL. Maintenant, donnons un timeout. Disons que le timeout à 30 secondes. Donc, à 30 secondes, si ça n'a pas pu avoir le juke, alors on a un timeout, n'est-ce pas? Maintenant, disons response point, on get le statue, res statue, tout simplement. Voilà, except, on va dire request. Donc, l'exception qu'on peut avoir ici, c'est quoi?
exception.timeout. OK, on peut avoir le timeout. D'accord? On peut aussi avoir quoi? Donc, à except, on va dire returned, par exemple, no juke, tout simplement. Donc, pas de blague. On peut encore avoir un autre except. Dans except, request, exception, HTTP, error. Donc, on peut avoir cette erreur aussi. Et là, on va dire return. OK, donc là, on va dire return peut-être no juke. OK, ou bien HTTP et error. Voilà. Was raised, par exemple, pour dire juste un message, quoi. Maintenant, on peut dire maintenant if response. OK, if response, point statue, code égale à 200. Alors, on va prendre, si c'est égal à 200, on va prendre ça. On va retourner ça. OK. Maintenant, else. Donc là, je peux même dire juke égale à ça. OK. Juke égale à ça. Et là, on va dire else juke égale à no juke. OK. Et on va faire donc return juke. OK. On retourne la blague. Donc ici, on écrit un code où on appelle cette API en gérant quelques exceptions, n'est-ce pas? Le timeout, le HTTP response, etc. Maintenant, écrivons le test pour ça. Donc là, je vais venir ici. OK, où est test? Oh, on avait même déjà ça ici. Donc, test juke. Donc là, je vais dire diff test get juke exception. Get juke with time out exception. OK, exception. Disons comme ça. Et passons le mock au-dessus. Patch. On va dire juke.request, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le mock. 2 points. Et là, on va dire mock. Je n'ai même pas passé de mock. Oh, où suis-je? On n'a pas passé de mock. Donc, je vais dire surf mock request. Donc, je vais dire à ce niveau, le micro s'est arrêté. Donc, en fait, cette fois-ci, on voulait passer les exceptions du request.exception à mock, en fait. OK, pour pouvoir simuler ces exceptions qui viennent de la bibliothèque du module request. D'accord, en gros, c'est ce que je fais là. Ensuite, on va essayer de donner un effet de timeout. Par là, on va dire mock.get, parce que là, on était à un mock de request. OK, de request juste, c'est pour ça qu'on dit mock request.get site effet. Donc, on ajoute un effet timeout error. Donc, seem that the server is down. Surf.assay igual get juke. Donc, là, on va importer parce que ici, on est en train de tester avec les exceptions. Donc, get juke with exception. On s'attend à ce que le résultat soit no juke en fait, quand il y a une exception de type time error, time out error. Et là, le time out error, il y a une erreur. Là, il faut importer le time out error de la bibliothèque request.exception.
Donc, si on exécute, bien là, on a une erreur de REST effet timeout error. Parce que ce timeout error ne vient pas de la librairie request exception que nous avons passée. Donc là, j'essaie de voir ce qui s'est passé. Donc là, je découvre que c'est ce problème-là. Donc, je vais donc importer. Je vais dire from exception, from request.exception, import timeout error. Timeout, et je vais aussi prendre le HTTP error. Et là, si on teste, on voit que le test passe maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, il reste le HTTP error que nous n'avons pas testé. Donc là, je peux aussi exécuter avec le coverage et je peux faire le rapport. On voit que pour le rapport, on a juste 84% au total du code qui a été testé en fait, n'est-ce pas? Donc, on voit bien ici que le HTTP error n'a pas été testé. Maintenant, le if, le statut est égal à 200, n'a pas été testé, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, comment savoir les parties du code qui n'ont pas été testées? C'est ce qui nous préoccupe parfois. Parce que parfois, on peut avoir écrit énormément du code. Comment savoir? Alors, on va réutiliser coverage, n'est-ce pas? Coverage nous permet de générer du HTML. Donc, grâce à coverage HTML, ok, donc là, quand on fait coverage HTML directement, ça génère un document, un dossier. À l'intérieur, il y a des fichiers HTML, mais le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier index. D'accord, c'est le fichier index. Donc là, j'ouvre le dossier dans ma machine. Je vais aller dans le projet, test unitaire, voilà, HTML conf, et je vais cliquer sur index. Super. Voilà, là, vous pouvez voir le rapport. Ici, en fait, le micro s'est arrêté entre-temps. Ce que je disais, je ne sais pas si ça a pris. En fait, ici, quand on fait le coverage, n'est-ce pas? Ici, report -m, n'est-ce pas? On est à 84%. Maintenant, comment savoir les parties du code que nous n'avons pas testées? OK? Donc, si le son est mauvais ici, excusez, le micro s'est arrêté. Donc, j'utilise le micro de la machine présentement. Donc, c'est pas grave, on continue à suivre. Donc, coverage. Maintenant, pour connaître les parties qu'on n'a pas testées, il faut générer un fichier HTML. Et pour générer cela, la commande, c'est coverage HTML. Super. Donc là, ça va nous générer ceci qui est là. Et là, quand on ouvre, il faut juste cliquer dessus, sur le index, le fichier index qui est à l'intérieur. Quand on clique dessus, on voit ici que couverture à 84%. Maintenant, si on clique sur juke.py, le fichier du code, on voit ici que ça nous dit qu'il reste 9 tests non faits. Si on parcourt, ça nous dit qu'on n'a pas testé ceci, le statut-ci. On n'a pas testé le reste là. On a testé le timeout. On a testé tout ceci en vert. On a testé, nous avons testé. Mais le reste ici, nous n'avons pas encore testé. D'accord? Donc là, maintenant, vous allez donc écrire le code pour tester ces différentes parties. D'accord? Maintenant, c'est la même chose si vous voulez tester les autres codes. Par exemple, employé, ce que vous avez à faire, c'est de venir ici faire coverage, test, employee. OK? Coverage run. Donc, il ne faut pas oublier le run. Coverage run. D'accord? Voilà. Ensuite, on va faire HTML. Super. Donc, si je viens, je rentre ici. Je rentre derrière, là. Vous voyez que là, maintenant, j'ai quoi? J'ai employee, n'est-ce pas? J'ai plutôt employee. Donc, comme j'ai employee maintenant,
je peux cliquer sur Employee pour voir, je vois qu'on est à 100%. Ça veut dire que tout a été testé dans Employé. D'accord? On est à 100%. Rien, tout a été testé. Donc là, si je fais ça, on n'a pas. Tout a été testé. Tout le code employé a été testé. D'accord? Voilà. Donc si on retourne, OK, missing 0, exclude 0, coverage 100%. Si je clique ici, sur le test même, on va voir les lignes du test. Et on va voir que c'est super, ça reconnaît tous ces tests. D'accord? Et c'est très bien écrit. Si tu as aimé cette formation, alors laisse-nous un pouce bleu en l'air, donne-nous ton avis en commentaire, dis-nous ce que tu en penses des tests unitaires avec les tests mock. Ça a été une super aventure jusqu'ici. Dans la prochaine partie, on va plus voir comment tester, écrire les tests dans le framework Django. Cela est dit, si aussi tu veux être développeur Django professionnel, j'ai fait une formation Django Pro de plus de 25 heures de temps, dont le lien Udemy se trouve en description. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire les tests unitaires dans le framework Django. Dans les deux tutoriels précédents, nous avons principalement vu comment écrire les tests simples et les tests avancés avec les mocks, principalement en Python. Nous avons vu comment vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de votre code de Python. Et je précise là que les tests unitaires, c'est ce qui va généralement, c'est l'une des choses qui fait généralement la différence entre un développeur junior et un développeur senior. Comme je l'ai dit tantôt dans l'une de nos vidéos précédentes, écrire des tests unitaires, c'est quelque chose de très ennuyant, mais très important aussi dans le monde de la tech. Dans le framework Django, nous avons des fonctionnalités telles que les modèles, les vues, les URL, les templates, qui sont des fonctionnalités qui contribuent à l'architecture principale du framework Django. Or, quand on développe un modèle, quand on développe des vues, quand on développe des templates, il faut écrire du test pour ces codes que nous avons écrits. Ou écrire du test avant de développer même ce code en pratiquant quoi? Le test-driven development. Donc, si l'objectif pour toi est vraiment de maîtriser cela, de faire la différence entre la majorité des développeurs, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin, pratique ce tutoriel et tu verras la différence. Et si tu veux aller plus loin, prends la formation complète en description. Ici, j'ai une application qui s'appelle Compte, que nous avons développée durant toute la formation sur Django Framework. Principalement, dans Compte, c'est une fonctionnalité qui nous permet de créer un utilisateur, de permettre à un utilisateur de s'authentifier et nous gérons aussi des permissions à l'intérieur. Vous allez voir que quand on crée une application, il y a un fichier à l'intérieur qui s'appelle test.py. Ce fichier, quand on l'ouvre, on voit directement un module qui a été importé par défaut qui s'appelle testcase. C'est ce module qui va nous permettre dans Django d'écrire nos tests en fait. Chaque classe de test que nous allons développer, que nous allons écrire, nous allons donc hériter de testcase qui a été développé sur Unitest en fait. Parce que dans les deux tutoriels précédents, nous avons fait les tests en utilisant le unitest.testcase. Donc, en fait, ce test case, c'est un test case amélioré avec d'autres fonctionnalités. Je vais prendre un exemple. Je vais entrer dans le modèle, par exemple, ou un autre. Voici le modèle. Si je regarde ici, on a par exemple profil d'un utilisateur, n'est-ce pas? Je veux tester ce modèle. Si ce modèle fonctionne comme je veux, allons-y rapidement. Je vais venir ici. Je vais dire from. Point. J'espère que c'est lisible. Voilà, je vais dire from.modèle, import, disons profile. Et important aussi le user. D'accord? On va écrire une classe de test. Je vais dire test case profile. D'accord? On va hériter donc de quoi? De test case. Ici, il nous faut un setup. Donc là, je vais dire diff setup. C'est une fonction qui s'initialise quand on lance un test. Et regardez aussi la syntaxe d'écriture. Je commence ma classe par test. D'accord? Maintenant, le setup, vous connaissez déjà si vous avez suivi les deux tutoriels précédents. Si ce n'est pas le cas, je vous conseillerais d'aller suivre. Donc, setup ici, c'est une méthode qui va se lancer chaque fois qu'un test va débuter. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire surf data égale point l'utilisateur. Ce qui est important, c'est le username dans notre modèle. Je vais dire test. Ensuite, l'email. OK, je vais dire test gmail.com.
et ensuite, enfin, le password. Donc, ici, voilà notre password. On va initialiser un utilisateur. On va créer un utilisateur. Je vais dire surf.user égale à user.objet.create. On crée un utilisateur, n'est-ce pas? Maintenant, on veut tester le profil. D'accord? Là, je vais dire aussi surf.profile. Donc, je pense que pour le profil, on a juste besoin de user et de l'email. OK. Vérifions ici. Voilà, donc j'ai besoin juste de l'utilisateur en one-to-one et de l'email. On est d'accord? Je vais rentrer dans test. Voilà, donc ça c'était juste le setup. Maintenant, on va écrire le premier test. Maintenant, le premier test, ça commence toujours par le mot test. Donc, quand on crée la fonction diff, on va dire test profile. Donc, principalement, on peut d'abord tester ceci. Si, donc ici, je dis, regardez bien, ça commence par test. C'est une convention, OK? Donc là, je vais dire test profile. Donc ici, je teste vraiment le profil. Je vérifie que le profil qui a été créé, si le profil qui a été créé est vraiment l'utilisateur qui est associé au profil, est vraiment l'utilisateur qui est là-haut. Donc là, on va faire surf.profil, qui est ça, .user. On va vérifier si c'est égal à surf.user. Si c'est égal, ça veut dire que la création a été faite avec succès. Maintenant, on peut tester l'email. Donc là, je vais dire diff. On peut tester l'email comme ceci. Donc, test profile email, je prends le profil l'email, je vérifie que c'est égal à cet email. D'accord? Donc, égal à l'email de l'utilisateur. On peut tester le password. Donc, on peut tester quoi? Même pas le password. On peut tester le username, non. Donc, là, je pense que c'est bon pour ce test. D'accord? Je pense que c'est bon. On peut tester aussi si ça échoue. OK? On peut aussi tester si ça échoue. On peut faire tel ça assez igual. OK? Là, on va faire email. Bon, ici, je peux changer l'email. Donc, je vais faire ça. Égal, par exemple, à donald@gmail.com. OK, juste pour le test. Donc, j'ai changé la valeur de l'email qu'on a dans cette data. Et je veux comparer que ce n'est pas égal, en fait. Donc là, je vais dire assez not equal. OK, assez not equal. Donc, ce n'est pas égal, en fait. Maintenant, comment lancer le test? OK, comment lancer le test? Donc là, je vais monter ici. Et voilà, je vais nettoyer. Django a une commande, OK, qui permet de lancer les tests. On est d'accord? Cette commande s'appelle Python manage, c'est ça, test. Quand on exécute cette commande, elle va fouiller tous les fichiers qui commencent par test et exécuter tous les méthodes qui commencent par test, tout simplement. Donc, c'est ça que je lance. Donc là, ça prend quelques minutes, quelques secondes, on va dire. OK, là, on voit ici 2 tests trouvés. Création d'une base de données. OK, là, ça a créé une base de données. Ça a vérifié 2 tests. Et les 2 tests ont été faits avec succès. Et c'est OK. Et ça a détruit la base de données. Donc, on vient d'écrire 2 tests. Ensuite, on peut aussi tester les formulaires. D'accord? Si je viens ici sur forme, je ne sais pas si on a un formulaire. Voilà, on a un formulaire ici pour le profil. On peut tester ce formulaire, n'est-ce pas? On va tester ce formulaire. Donc, je vais rentrer dans test. Je vais importer forme. Form.form. Import. Voilà. Donc, on va écrire les tests pour ça, pour tester notre formulaire. Classe, disons, appeler ça test case form. Voilà. Email. Je vais dire test gmail.com. OK. Là, on va fermer. Donc, je vais revenir ici. OK. Donc, on voit que
On a besoin de ça. Les champs, je vais pas les fuel. Je vais dire égal à... Bon, je vais juste dire tout. All. OK. Donc, on va tester. Je vais prendre ce qu'on avait ici. Maintenant, s'il y a certains data qu'il faut appeler au début de tous les tests, OK, on met dans setup class, n'est-ce pas? Dans la classe méthode. On a vu ça dans le tutoriel précédent. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, il faut regarder ce tutoriel. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? OK, je voulais prendre user ici. Je voulais prendre ces données. Voilà. Je vais juste mettre là. OK, on a les mêmes données. Là, je vais dire... on va vérifier que le formulaire est valide. Je vais dire diff test valid form. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais dire form égale à data surf.data. Ça, déjà, on sait que ça va échouer. OK? On sait que ça va échouer parce que là, form attend une instance de user et l'email. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt dire, je vais plutôt faire data. Je vais enlever ça. Je vais dire data égale. Donc, ici, je vais plutôt dire user. On est d'accord? User égale à surf user et l'email égale à surf user.email. Donc là, ici, on va voir si ces données sont valides dans notre formulaire. Donc, à ces true, est-ce que form.isValid va nous renvoyer true? Donc, vérifions déjà ce test. Donc là, on va lancer les tests. 3 tests. Le test a échoué. Ça dit que c'est false, en fait. D'accord? False. Ça veut dire qu'il y a un problème sur notre formulaire. Regardons d'où le problème se trouve. On a initié ce formulaire où? Ici. Data égale à user égale à email. Surf is valid, ça dit que c'est pas bon. Donc, on va regarder. OK, on a l'email. Là, j'ai un peu fait un petit contraire des choses ici. Voilà. C'est mieux comme ça, comme syntaxe. OK, regardons un peu le profil pour voir ces champs. OK, ça a besoin du user, d'une instance de user et d'un email, quoi. Maintenant, pourquoi ça échoue? Parce que assertion nous renvoie plutôt false is not true. OK. Donc, vous voyez que notre test nous dit que ce que nous avons fait ici n'est pas bon. Donc, regardons pourquoi. Ici, on crée un utilisateur, n'est-ce pas? Ça, c'est profil. Bon, on n'avait pas vraiment besoin de profil ici, mais on avait besoin de user. OK. OK. Donc là, quand même, on sait que ça va échouer. Donc là, je m'attends que le test échoue. Évidemment, ça échoue. Voilà, it's not true. Maintenant, je vais prendre data. Je vais venir ici. Je vais faire un petit dictionnaire. Et je vais dire user, surf user. Je vais dire email égale surf user, OK, donc on va relancer le test. Voilà, donc on voit que le test passe maintenant. Donc, on est sûr maintenant que notre modèle, notre forme a des données valides. Donc, on a passé un utilisateur comme ça a été dit dans le modèle et on a passé un email comme ça a été dit dans le modèle. Et on voit que notre formulaire est valide. D'accord? Donc, là, on peut tester des méthodes sur le formulaire, etc. Énormément de choses que vous pouvez tester sur le formulaire pour voir si ça respecte vos conditions que vous avez définies dans forme tout simplement. D'accord? Maintenant, on va continuer avec les vues. OK? On va continuer avec les vues. Je vais prendre une vue ici que nous avons développée. Voici par exemple la vue login. OK, commençons par le login. OK? Par le register. Donc, on peut écrire les tests pour voir vraiment si notre vue de register fonctionne, n'est-ce pas? OK, écrivons
les tests pour ça. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais copier ceci. On va rentrer dans le URL pour que je puisse voir les noms. Donc, register, OK, dans l'application compte. Je vais revenir dans les tests. Là, je vais créer une classe ici, test, classe test, autant, je vais dire test, test case, haute. Donc ici, on va principalement tester l'authentification, tout ça quoi, le register, login, logout, etc. Donc là, je vais faire un diff, setup, surf. Donc on a besoin des données d'un utilisateur. Donc on va dire surf.user_data, disons comme ça, surf.user_data égale. Voilà, on va dire username, 2 points, donnons quoi, disons test, n'est-ce pas? Ensuite, on peut dire password, disons password 1, ok, égale à test pass 1. Ok, là, on a oublié ça. Je copie ça, on va dire que ça c'est le pass 2, égale à test pass 2, ici c'était 1, virgule. On a oublié quoi? L'email, voilà, email, 2 points, égale, je vais dire par exemple Donald, ok, ça c'est mon mail. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Une virgule. Ok, là on va créer un utilisateur, d'accord? Je vais dire user surf, pardon, surf.user égale, là je vais dire user.object.create user. Qu'est-ce que j'écris? Create user. J'espère que c'est bien écrit. Ok, donc étoile pour patcher les données. User data. Ok, donc voilà le setup pour ce test case. On va commencer donc à tester. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les clients. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les clients. Et pour avoir le client, on va venir ici. Je vais vous expliquer dans un instant. Je vais dire from Django.test import test case. Bon, on a déjà ça, je crois, oui. From Django import test case, oui. Donc, dans test case, je vais dire client. Donc, on va importer le client. En fait, le client, c'est un module qui va permettre de simuler les vues. Un peu comme si on était dans un navigateur. D'accord? Donc, je vais venir donc utiliser le client ici. Donc, dans le setup, je vais initialiser le client. Je vais dire surf.client égale à client. OK? Je crée une instance du client. Maintenant, on va tester notre vue. On va écrire notre premier test pour principalement la création d'un compte. Donc là, je vais dire diff test en test register view. D'accord, là je vais mettre surf. Je vais dire URL égale. Maintenant, je vais importer le reverse. Reverse. Il faut que j'importe ça. Donc, from Django.url import reverse. C'est ça ici. From Django.url import reverse. Ici, je vais donc passer le lien de la vue qui permet d'enregistrer. Donc, pour avoir ce lien, c'est dans URL. C'est ça ici. Donc, c'est compte. Donc, c'est dans l'application compte et ça s'appelle register. Donc, je viens ici. Je vais dire compte 2 points register. Donc, voilà le URL. Maintenant, je vais appeler ça d'abord. OK, je vais appeler ça en get. Voilà, donc je vais dire, quand l'utilisateur ouvre notre site pour s'enregistrer, il récupère d'abord le formulaire en get, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a écrit dans le code dans tous les cas.
Donc, je vais dire par exemple response égale serve.client, serve.client.get. Et là, je vais passer quoi? Le URL, notre URL qu'on a ici. C'est ça que je passe. Après avoir passé cela, qu'est-ce qu'on va dire? On peut vérifier maintenant le statut de ce get, n'est-ce pas? On peut dire serve.asset igual pour savoir si ça a vraiment, si ça a marché. On va dire response.statue.code égale à 200. Donc ça, c'est le premier test. On veut voir si déjà on arrive à obtenir notre vue. Donc on teste si on arrive à obtenir notre vue. Donc là, on va lancer le test. Je vais venir ici. Je vais lancer le test. On voit qu'il y a un test qui échoue, qui est password. Create user password. Ah, ok. Là, j'avais mis password 1, password 2 dans ces données. Bon, je vais enlever un, hein, parce que je voulais tester quelque chose après. Bon, dans tous les cas, notre vue teste ça. Donc là, je vais... Ok. Ok. Donc, première des choses, je vais laisser ça. Ok. On va revenir dessus. Ok. C'est bon. On va relancer le test parce que ça ne trouvait pas password pour créer l'utilisateur. Parce que pour créer l'utilisateur, il faut password. Donc là, j'avais mis plutôt les données que je voulais utiliser dans ma vue plus bas. Je ne savais plus que j'avais utilisé directement dans la classe user pour créer un utilisateur. Bon, là, on va relancer le test. Voilà, on voit que les 4 tests passent sans problème. Ça veut dire que ici, on arrive à obtenir notre vue, quoi. OK? Là, on va continuer maintenant. D'accord? On va continuer. On va maintenant envoyer les données sur cette vue. On va envoyer les données. Donc déjà, il nous faut les données. Voilà. Je vais dire data égale à ça. Regardons déjà les données que on a utilisées dans la vue. WebView, c'est ça ici. Donc je vais regarder les données. Voilà toutes les données que je demande à l'utilisateur. Dans le username, le password, first name, last name et password 2. Voilà, donc c'est ça qu'on va envoyer. Donc password et password 2. Donc retenons ça. Gérons nos données alors. Username, bon, c'est un dictionnaire. Username, 2 points. On va dire test 1. Ensuite, on a besoin de quoi? First name, disons toujours test 1. Ensuite, on va dire last name, 2 points. On va dire test, toujours. Ensuite, on va dire email. On va dire 2 points, Donald, ça, gmail.com. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Password. Là, je vais dire Donald, pardon, je vais dire test 1, 2, 3, 4. OK. Je vais répéter ces données pour le password 2. Maintenant, on a encore besoin de quoi? Donc, l'email, c'est bon. OK. Donc, on va appeler ça dans la vue, dans le client, en utilisant le client, mais cette fois-ci en post, n'est-ce pas? Donc là, je vais dire, je vais d'abord faire que response égale serve.client.post URL. OK. Je vais dire, je vais passer les data. Tout simplement, data égale à data. Super. Maintenant, après ça, on va voir, quand on crée un compte, qu'est-ce qu'on fait? Regardons. Quand on crée un compte, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quand tout a été créé, blablabla, tout a été créé, on envoie un mail. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le mail. Puis, on renvoie l'utilisateur sur la même page, tout ce qu'on lui dit. Bon, généralement, on va envoyer peut-être l'utilisateur vers la page où on lui dit qu'un mail d'activation a été envoyé. Ou bien sur la même page, quoi. Parce qu'ici, c'est sur la même page. Donc, il n'y a pas de redirect. Super. Donc, c'est sur la même page qu'on lui dit que ça a été créé avec succès. Donc, on ne redirige pas l'utilisateur. Donc, surf, assez igual. On va vérifier le statut. Response.statue.code. S'il y avait redirection, le statut doit être 302. 302, c'est les codes de redirection. Mais s'il n'y a pas de redirection, là,
on sait que c'est à 200. Bon, je pense toujours. Bon, on va d'abord tester. C'est là, parce que l'on crée. Il est bien vrai, ça renvoie vers la même page. C'est quand même une redirection en pause, quoi. Bon, on va voir si ça refuse, si ça nous dit plutôt que c'est 302. Ensuite, je vais dire surf, asset égale à asset true. On va comparer quelque chose. Je vais dire user.objet.filter. Et là, je vais dire username égale à test1. On va vérifier si ça existe en fait. Ok, donc là, je vais dire point existe. Ok, donc on vérifie si l'utilisateur qu'on vient de créer existe déjà dans la base de données. Donc si ça existe, on sait que ça a été créé avec succès. Au cas concret, ça peut être créé. Donc on va lancer le test. Donc un texte a échoué. Le test qui échoue, c'est ceci. Asset true. Ça, false is not true. Donc ça renvoie ça pour dire que ça n'a pas été créé. Est-ce que ça a généré une erreur? Bon, non. Donc ça dit que test1 n'existe pas. Donc regardons pourquoi. Test1. Username, ça, post. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, je relance pour voir. Ok, donc ça n'a pas été créé. False is not true. Donc là, username égale à test1 n'a pas été créé. Ok. Bon, ce que je vais faire pour me rassurer, ok, parce que là, la vue ci a été, on n'a pas mis un redirect. Ce que je vais faire, c'est quand ça a fait avec succès, on va rediriger l'utilisateur redirect, n'est-ce pas? On va le rediriger vers compte login. Ok? Et là, on va vérifier ça. Là, je vais dire return. Là, ça me permet de savoir si ça a été créé ou pas vraiment. Donc là, je vais mettre plutôt 302, sachant que quand l'utilisateur a bien créé, ça lui redirige vers le login. Donc là, je vais lancer. Ok. Et aussi, plus haut là, oui, c'était test. Donc, il n'y a pas que lâcher de nom. Ici, c'est test 1. Donc là, je vais relancer. Ok. Donc, on voit que le statut de la réponse, c'est 200 et non 302. Ça veut dire que les données que nous envoyons ici, il y a un souci. Ok. Que nous envoyons en post. Il y a un souci. On va déborder cela rapidement. Donc, si on regarde, if request post, alors ça récupère le username, le password 1. Donc là, il y a password 2 aussi. OK? Mais vous allez remarquer que quand ça a vérifié que password 1 était peut-être différent de password 2, else if, directement, c'est reparti à 200. OK? C'est reparti à 200. Donc, on peut vérifier tout ça. On peut écrire les codes pour vérifier chaque if ici. Donc, on peut écrire les tests pour vérifier chaque if. Et c'est ce que je conseille, en fait, de le faire. Donc, ici, le problème, c'est que là, j'ai password 1. Je n'avais pas mis password 1. On est d'accord? Donc, je remets mon data. J'ai enlevé data ici. Donc, data égale à ça. Donc, password 1 et password 2. Donc, si on regarde ici, on va bien voir ici que je récupère password 1 et password 2. C'est bon? On va relancer le test alors pour être rassuré que c'était ça le problème, quoi. Donc, on voit que nos 4 tests ont été faits avec succès et la redirection a eu lieu. OK? Et la redirection a eu lieu à ce niveau. Donc, on voit bien que le code de response, c'est 302 et que l'utilisateur existe bien en base de données. Maintenant, parfois, on peut aussi vouloir regarder la vue vers laquelle ça redirige. Donc là, on peut faire asset redirect. OK? On peut utiliser asset redirect. Là, je vais regarder ces méthodes. Lui, il prend la réponse. OK? Le expected URL et le code. Bon, par défaut. Donc là, on peut passer ça dans asset, tout simplement. Expected URL ici. Quelle est
Donc l'adresse où on s'attend à ce que cela retourne quoi. Donc je m'attends à ce que ça retourne. Donc je vais mettre reverse. Je m'attends à ce que ça part à compte 2.login quand l'utilisateur a fini de créer son compte. C'est ici que je m'attends. On est d'accord? Je m'attends à ça. Donc je teste si c'est vraiment ça. On va lancer le test. Voilà, on voit que les tests passent. Ça veut dire que ma vue vraiment existe et tout va bien jusqu'ici. On est d'accord? Maintenant, on peut tester aussi, parce que quand un utilisateur crée un compte, il y a une vue de vérification d'email. Donc, on envoie un mail à l'utilisateur, ainsi de suite. Donc, on peut aussi tester cela rapidement en générant un lien. Bon, là, je ne vais pas le faire. On peut passer à d'autres trucs qui sont importants, peut-être pour vous. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste de générer un lien quand on sait que ok, ça contient les informations de l'utilisateur. Donc, comment générer ce lien? C'est dans la vue ici. On a montré comment générer cela. Voilà, c'est ici qu'on générait tout ceci. Donc, vous générez un truc comme ça et vous envoyez à la vue qui est fait pour vérifier le token. D'accord? Donc, passons à un autre test. Dans tous les cas, si vous avez un souci pour écrire ce test, n'hésitez pas d'écrire soit dans le Discord, soit dans la partie commentaire. Ok, là, on pourra vous aider. Rejoignez le Discord et si vous êtes sur Udemy, si vous suivez ceci sur Udemy, posez juste la question et voilà, je vais vous répondre rapidement si vous n'arrivez pas. D'accord? Ensuite, écrivons un test pour le login. D'accord? Parce que c'est ce que vous allez généralement faire aussi. Écrivons un test pour ça. Diff, disons, test, login view. Test, login view. Et là, on a surf. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est de récupérer déjà le URL de connexion qui est en utilisant le reverse. Là, on va passer compte 2.url. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 2.login. On est d'accord? Et ici, je vais dire response. Déjà, je peux vérifier déjà si la vue est là. Donc, je peux dire response égale à surf.client.get. Et là, je passe le URL. Donc, déjà, pour vérifier en get si ma vue existe, et je peux faire surf ACR equal response.statue code égale à 200. Donc, je vérifie d'abord ça. Ensuite, je vais envoyer les données en post. Donc là, je vais faire encore response égale surf client.post. À l'intérieur, je vais passer le URL. Ensuite, je vais passer les données. Donc là, je vais passer directement les données sous forme de dictionnaire. Je vais dire username, 2 points, égale à test. D'accord? Donc, on veut se connecter, quoi. Password, 2 points. Password, ici. Le password, c'était quoi? Ok, c'est ça. Donc, je vais prendre ça. Ok. Donc, là, déjà, je vais aussi faire une récupération ici. Je vais dire user égale. Je vais récupérer cet utilisateur. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais dire user égale à user.objet.filter. Username égale à user égale à test. Ok, je vais récupérer comme ceci. Je laisse d'abord là. Maintenant, je vais regarder ma vue que j'ai développée pour le login. Donc, c'est ça ici. Quand ça existe, je vérifie si c'est actif. Si c'est actif, j'authentifie l'utilisateur et je le redirige à Next si nécessaire. Au cas concret, je le redirige. Bon, il revient sur la même page. On est d'accord? Il revient sur la même page. Donc là, on doit généralement le rediriger vers le dashboard. Ok, c'est parce qu'on n'avait pas un dashboard ici. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais dire if user is not known, je le login. S'il y a un next, je le redirige vers le next. Ok. S'il n'y a pas de next, je vais regarder un next ici. Ok, URL. Bon, je vais chercher, par exemple, dans cette autre vue. Je vois, il y a cool list. Donc, je vais le rediriger vers cool list. Ok. Voilà. Donc, je vais le rediriger ici. Cool list.
Voilà, je reviens donc ici, test. Je vais dire next égale. Ok, next égale. Là, on va dire. Bon, mettons même juste, ne mettons pas ici, mettons juste même dans la vue ici. Donc, au cas où il n'y a pas de next, on va dire rediriger, return, redirect to. On va rediriger l'utilisateur à pour deux points, ça, tout simplement. Juste pour faire comprendre, hein, donc maintenant, c'est à vous de savoir où vous voulez diriger l'utilisateur quand il s'est authentifié, d'accord? Super. Maintenant, ici, je vais donc dire asset, surf.asset equal, ok? Là, je vais dire response.statue code. On va tester à 302 pour dire qu'il y a eu une redirection. On est d'accord? Maintenant, après ça, on va vérifier si l'authentification a eu lieu. Je vais dire, bon, j'ai déjà user, je vais dire surf.asset true. Surf.asset true. Je vais dire user.is authentiqué tête. Ok, donc là, je vérifie si l'utilisateur a été authentifié en utilisant asset false, asset true. Mais je m'attends à ce que ce test ne passe pas, surtout ceci, parce que l'utilisateur qu'on crée n'a pas été activé, d'accord, parce que l'activation se passe par mail. On envoie un mail. Donc là, on va lancer le test rapidement pour voir. Donc, il y a une erreur déjà. Regardons cette erreur que nous avons eue. Is authenticated. Query set doesn't. Ah, ok, ici, j'ai mis un filtre au lieu de get. Ok, désolé. Donc, relançons le test. Ok, le test passe sans souci. Voilà, le test sans souci, le test est passé. Ça veut dire que l'utilisateur a été activé en fait. Ok, donc ça a été activé par défaut. Donc on voit que is authenticated, is true ici, ça passe. Voilà, on va maintenant travailler sur la déconnexion d'un utilisateur. Ok, on va travailler sur la déconnexion d'un utilisateur. Donc vous avez vu, je voulais utiliser ça pour vérifier le is authenticated ici. Voilà, vérifions maintenant quand un utilisateur se déconnecte. Le URL c'est quoi? C'est lockout. Super. Donc là, je vais dire diff test logout view surf. Là, on va dire surf.client surf.client.login. Donc, il y a une méthode de login au client. Donc, on va connecter l'utilisateur. On va dire username égale, on va dire test. D'accord? On va dire test. La bonne pratique voudrait qu'on récupère directement ici en haut. OK? Donc, la bonne pratique voudrait qu'on fasse ça. Donc, voilà généralement ce qu'on va faire dans la bonne pratique. On va dire surf.user data. Et ici, on récupère le username. Ça, c'est ce que la bonne pratique demande. Ensuite, on va dire password égale, on fait la même chose, surf.user data. Et là, on va dire password. Super. Donc là, on lock l'utilisateur avec le client. OK, donc l'utilisateur est authentifié. Ensuite, on va déconnecter l'utilisateur. Donc, je récupère d'abord le URL. On va dire reverse compte 2.lockout. Donc, je récupère le compte. Puis maintenant, je vais donc faire d'abord, je vais juste faire un get de cette méthode parce que la méthode de lockout que nous avons développée ici, par exemple, voilà tout ce qu'elle fait en fait. Donc, en get, on se déconnecte sans problème. D'accord? Test. Donc, je vais appeler ça en get. Je vais dire surf.asser surf.asser. Est-ce que j'aime m'appeler? Non. Surf.client déjà. .get URL. Maintenant, je peux faire le asser. Surf. Mettons une réponse ici. Réponse égale. Maintenant, on va dire surf.asset igual. Asset igual. Et là, je vais dire response.statue code. Je vérifie. Quand on se déconnecte, où est-ce que ça nous renvoie?
Donc là, je sais juste que ça nous renvoie vers la page de login et on peut vérifier vraiment si c'est ça aussi. Maintenant, après ça, on sait qu'on est déconnecté. On va récupérer l'utilisateur en faisant user.objet.get. D'accord? On va dire username égale à surf.userdata de username. Donc, on récupère l'utilisateur ici. On va vérifier que l'utilisateur n'est plus connecté. Donc, on va dire surf.assert false. Donc, on vérifie que c'est false, que user.isAuthenticated est égal à false, n'est-ce pas? Là, on va lancer le test. Donc, je crois que ce test va passer sans souci. Donc là, on a un test qui échoue. Le test qui échoue, c'est lequel? Donc, assert false is authenticated true. Donc, ça dit que true, de façon technique, ça veut dire que notre client ici, lockout n'a pas fonctionné. Parce qu'ici, on a login avec cet utilisateur. Maintenant, on va faire un lockout. OK. OK, donc on va se rassurer que cette vue fonctionne avant de quitter ici. Donc là, oui, il y a un souci là. Donc ce que je vais faire, quand l'utilisateur est connecté, je vais essayer de voir s'il y a l'utilisateur en session. Donc ici, je vais dire surf assert. Regardons déjà si une session a été créée pour l'utilisateur. Assert true. Assert true. Et là, on va faire search.client. Regardons si une session a été créée pour cet utilisateur. On va faire ça. Auth user ID. OK, donc on vérifie ça. Puis on déconnecte l'utilisateur. On vérifie ça. On vérifie la redirection. Et aussi, on va vérifier que l'utilisateur n'est plus dans la session. D'accord? Donc je vais dire assert not in. Not in. Et là, je vais dire auth user ID. Donc que c'est plus en session. Et je vais dire surf.client.session. D'accord? Vérifions comme ceci. Super. Donc, on a vu que notre lockout fonctionne. Donc, notre problème, c'était de vérifier franchement que notre lockout fonctionne. OK? Ici, on vérifie, quand l'utilisateur est login, on vérifie si une session auth user ID a été créée. On voit bien que ça a été créé. On se lockout et on vérifie maintenant que ce n'est plus dans la session. N'est-ce pas? Que auth user ID n'est plus dans la session. C'est bon? Super. Donc, jusqu'ici, j'espère que vous avez appris pas mal de choses en tout ce qui concerne les tests. On a presque écrit des lignes de tests là. C'est pas mal. Donc, je pense qu'on a presque abordé tout. On a vu comment tester un modèle, comment tester un formulaire, comment tester les vues. On a un peu vu comment tester différentes vues. Voilà. Et n'hésitez pas toujours à écrire le max des tests que vous pouvez. Et aussi, ne passez pas plus de temps à écrire les tests qu'à écrire votre code. D'accord? Voilà, là, on n'a pas testé toutes les fonctionnalités de chaque vue. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités. Est-ce que les deux passwords sont égales? Est-ce que l'utilisateur existe déjà en base de données, etc., etc., etc. Vous pouvez tester tout ça, mais toujours garder à l'esprit, tester les fonctionnalités importantes et aussi ne passez pas beaucoup de temps, plus de temps sur les tests unitaires que sur l'écriture de l'application proprement dite. Si tu as aimé ce tutoriel, laisse-moi un pouce bleu en l'air et n'oublie pas de prendre notre formation complète sur Django Pro. À nous revoir dans une prochaine formation.